Nous accueillons sur scène Benoît Hamon au nom du Parti Socialiste, puis Elisabeth Martichoux de RTL et Christophe Jacubizine de TF1. Soyez bienvenus, monsieur Hamon. Installez-vous, monsieur Hamon, vous allez avoir 10 minutes et juste après, donc, Elisabeth Martichoux de RTL et Christophe Jacubizine de TF1 viendront vous opérer. On vous écoute. Je suis ravi. Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous dire que je tenais personnellement à vous adresser les quelques sujets de préoccupation que tout citoyen et responsable politique est en droit d'avoir vis-à-vis de l'organisation du monde des médias, la crise que connaît aujourd'hui ce secteur, crise à la fois économique et sociale, crise de confiance, je vais en dire un mot, et un certain nombre des solutions que je propose de développer dans le quinquennat qui vient. Vous dire que pour moi c'est une matinée un peu qui va être assez riche de pluralisme et de diversité, puisqu'après vous j'enchaîne avec le salon de l'agriculture, donc s'il y a un œuf ou deux commencé là, et comme ça je serai peut-être, ça m'habituera, et en tout cas ou alors une chaussure, je ne sais pas. Bon bref, mais en tout cas voilà, c'est une journée complète. Cela étant dit, j'insiste sur une chose, c'est que je tenais vraiment à venir ici parce que je ne considère pas aujourd'hui que, même s'il est extrêmement important d'aller au Salon de l'Agriculture pour des milliers de raisons, et notamment la difficulté de ce secteur, qui me paraissait un peu curieux de ne pas d'aller au Salon de l'Agriculture et de ne pas venir devant vous, au regard du poids économique qui est celui de votre secteur, mais aussi de l'influence considérable qu'il a pour la santé de notre démocratie. Alors je voudrais d'abord commencer par quelques éléments de contexte que vous connaissez évidemment bien, mais qui tiennent d'abord à la crise qui est celle du secteur des médias. Moi, j'ai eu à être directement confronté à plusieurs sollicitations de la part de journalistes, ou en tout cas, et notamment de rédactions extrêmement inquiètes. On a évidemment la mise en liquidation judiciaire, ou en tout cas en cessation de paiement pour Marianne, la crise à la Voix du Nord, ce qui s'est passé à iTélé, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui est à mes yeux caractéristique d'une dérive extrêmement préoccupante aujourd'hui dans les médias français, le dépôt de bilan de la Marseillaise, le plan social à l'Observateur et les difficultés que connaissent Libération, et qui montrent que beaucoup aujourd'hui d'entreprises de presse, beaucoup de médias sont confrontés à une crise qui est une crise importante, qui se double de surcroît d'une vraie crise de confiance qui ne concerne pas que les responsables politiques. Je regardais les chiffres sur la confiance qu'accordent nos concitoyens à la qualité de l'information qui est celle de vos médias respectifs, télévision, presse écrite, radio. Elle est en chute partout, même s'il reste à des niveaux assez stables, mais aussi une baisse de l'intérêt pour cette information-là. Rien à voir avec le fait que vous ayez tous prévu que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, qu'Hillary Clinton soit présidente des États-Unis, et que ce soit moi qui soit devant vous ici aujourd'hui, ce qui était évidemment l'anticipation que toutes les rédactions, M. Jacubizine, Mme Martichoux, avaient fait. Je me permets. Voilà, non, bon, moi ça c'est pour la plaisanterie, mais cela étant dit, nous sommes dans une élection absolument incroyable, et même de l'intérieur, je vous assure qu'elle est assez incroyable. Vu de l'extérieur, je sais que vous la jugez insaisissable, nous aussi, moi aussi, et par bien des aspects, chaque journée réserve un lot de surprises absolument extraordinaires. Bon, alors... Quelques réponses plus sérieuses cette fois-ci sur les grands enjeux à venir. Je vais essayer d'accélérer puisque je crois que j'ai que 10 minutes. Bon, d'abord, il y a eu deux lois. J'y reviens pas sous ce quinquennat. Ce sont des lois positives. Elles font avancer les choses en matière d'indépendance des médias, mais à mon avis, elles ne vont pas assez loin. Et je veux commencer par ce qui fâchera peut-être un certain nombre d'entre vous, mais qui me paraît aujourd'hui tout à fait fondamental. Nous ne pouvons pas continuer, si nous voulons améliorer la confiance qui est celle de nos concitoyens dans leurs médias et la qualité de l'information qu'ils délivrent, nous ne pouvons pas continuer avec des phénomènes de surconcentration des médias et de surconcentration qui appellent une loi, à mes yeux, anti-concentration, antitrust et transparence. Les propositions que je ferai
seront de faire en sorte qu'une entreprise de médias puisse être la propriété de grands groupes, peu importe leur stratégie, peu importe aujourd'hui les choix qu'ils font ailleurs pour se diversifier, mais que pas un seul patron de presse, pas un seul groupe ne puisse disposer de plus de 40% du capital d'une entreprise de médias, de façon à limiter cette concentration, et de surcroît que je proposerai qu'un même groupe ne puisse pas dépasser le seuil de 20% dans plus de 2 médias. Nous avons aujourd'hui une loi de 86 qui est totalement obsolète par rapport à la réalité de l'organisation des médias, puisqu'elle ne prend pas en compte le média Internet. Mais je souhaite que nous luttions aujourd'hui contre les phénomènes de concentration dont on voit bien quelles sont leurs conséquences et dont on a bien vu, pardon de le dire, et je m'excuse auprès d'eux et de leur management aujourd'hui, mais je ne trouve pas que l'année fut particulièrement exemplaire de la part du groupe Bolloré à l'égard de Canal+ et d'e-Télévision. Je vous le dis avec beaucoup de franchise, mais ce qui s'est passé dans la rédaction d'e-Télévision n'est pas normal. La déprogrammation d'un documentaire sur le Crédit Mutuel à Canal+ pour être reprogrammé, je salue le service public de ce point de vue-là sur France Télévisions, n'est pas non plus normal. Et il faudra que nous regardions cette réalité aussi en face. Je me préoccupe aujourd'hui de la qualité de notre démocratie et la qualité du débat démocratique. Et le contre-pouvoir qui est celui aujourd'hui de la presse et des médias, fondamental dans toute démocratie, suppose une indépendance des rédactions, suppose que la qualité de l'information qui est délivrée par vos médias ne soit l'objet d'aucun soupçon, ce qui suppose des choix politiques qui peuvent être des choix douloureux pour un certain nombre de groupes, mais qui maintiennent le plus possible l'étanchéité entre ce qui pourrait relever d'intérêt d'un certain nombre de grands groupes vis-à-vis de la commande publique et l'usage qu'ils peuvent faire, d'autre part, de rédaction et d'information. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite mettre en œuvre cette loi anti-concentration et antitrust, comme des dispositions sur la transparence qui obligeront tous les journaux, dans leur contenu, à faire la transparence sur le nom des propriétaires ou des propriétaires de ces médias. Ce sont là 3 axes: anti-concentration, antitrust et transparence d'une loi que je proposerai ou que mon gouvernement proposera à l'examen du Parlement. La deuxième priorité, ce sera la consolidation du service public audiovisuel, le maintien de son périmètre actuel. Moi, je ne souhaite pas me débarrasser de quelques chaînes que ce soit. La volonté aussi d'en maintenir le financement, le niveau de la redevance, d'élargir sans doute l'assiette pour compenser le fait qu'il y a de moins en moins de Français qui ont une télévision et donc qui payent la redevance, mais en tout cas maintenir le niveau de financement du service public audiovisuel. Sans doute ouvrir la réflexion sur la mixité de ce financement. En tout état de cause, je souhaite que, je sais que le service public audiovisuel est attaché à ce qu'il conserve des recettes publicitaires, mais moi je souhaite assouplir le décret TASCA, c'est-à-dire faire en sorte que les conditions dans lesquelles demain le service public audiovisuel pourra produire ses propres programmes, ses propres séries télévisées, d'ailleurs valoriser son image à l'extérieur grâce à la vente et à la production de ses propres programmes, je veux en faire un objectif important parce qu'il me semble dans ce domaine qu'il faut améliorer la capacité du service public audiovisuel français à ressembler à la BBC, qui est un modèle qui est à mes yeux un des modèles les plus exemplaires dans ce domaine. Je veux troisièmement améliorer l'aide à la création de nouveaux médias indépendants. Je pense à tous ces nouveaux médias qui peuvent émerger. Il y a aujourd'hui énormément de projets et j'ouvrirai donc le statut de fonds de dotation aux médias d'information politique et générale. De la même manière, je proposerai la création d'un nouveau statut de société de médias à but non lucratif qui sera un statut mixte entre la société par action et la Fondation, et qui pourra bénéficier de facilités de financement, notamment dans la révision ou la réforme des conditions dans lesquelles aujourd'hui on peut faire un don à un média à but non lucratif, aujourd'hui qui bénéficie d'une défiscalisation, mais évidemment l'année qui suit le don. Je souhaite mettre en place un mode de financement qui s'inspire de ce qui se passe en Angleterre et de permettre qu'un don puisse être immédiatement abondé par l'État, un don de 100 € abondé immédiatement par 200 € de l'État, de façon à faciliter le financement citoyen de médias à but non lucratif, ce qui favorisera l'émergence de ces médias et l'indépendance de l'information. De la même manière, je proposerai à la Banque publique d'investissement de disposer d'une branche média
qui développera un prêt à taux zéro et à maturité de 3 ans en direction des nouveaux médias, de façon à soutenir la création de ces médias et l'essor du pluralisme dans ce secteur en France. Je maintiendrai évidemment les aides à la presse, mais je souhaite qu'elles soient plus lisibles, un peu plus efficaces qu'elles ne le sont aujourd'hui, entre l'aide au kiosque, l'aide à la poste, l'aide à la SNCF, l'aide au portage. On n'y voit plus très clair, il faut en maintenir le niveau, mais il faut que cela ait davantage de lisibilité que ça n'en a aujourd'hui, mais ça me paraît être une priorité évidente dans ce domaine-là, comme dans la nécessité aujourd'hui, je vais plus vite, de changer les modalités de régulation de votre secteur. Il faudra qu'il y ait davantage de coopération et de synergie entre l'ARCEP et le CSA. Je dirais un mot d'une décision quand même pour modifier un petit peu la gouvernance des entreprises de l'audiovisuel public, mais on a quand même un point aveugle sur les contenus des médias Internet. Il faudra voir de quelle façon, l'ARCEP ne s'en occupant pas, le CSA non plus, de quelle façon on améliore la régulation dans ce domaine-là. Un point sur la gouvernance des entreprises de l'audiovisuel public. Je souhaite que sur le modèle de l'AFP, ce soit les conseils d'administration des entreprises de l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France et France Média Monde, qui décident de leur président. Il faudra peut-être voir de quelle façon on modifie le conseil d'administration et la composition de leur conseil d'administration, mais je souhaite que cette compétence désormais leur revienne et qu'elle ne soit plus celle exclusive du CSA, dont on peut parfois considérer qu'il est un peu juge et partie. Et enfin, je voudrais évoquer la question du métier de journaliste. Elle est quand même... ce métier-là devient de plus en plus précaire. Les conditions d'exercice de cette profession de plus en plus précaires. Je proposerai des états généraux de la presse qui s'intéresse au métier de journaliste. J'observe aujourd'hui que le statut, c'est même pas le statut, le titre de collaborateur de rédaction se développe, que le métier de photojournaliste est en train d'être remis en cause, qu'on est de plus en plus précaire, que les contrats sont de plus en plus courts et que les conditions de travail, comme les conditions de rémunération des journalistes, sont de plus en plus difficiles. Il me semble aujourd'hui indispensable qu'on revoie les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur métier, d'où l'importance de ces états généraux qui reviendront aussi sur la question de la protection des sources, puisque le Conseil constitutionnel, passant par là, a remis en cause et censuré les dispositions qui avaient été prévues. Je remettrai ce travail-là sur la table de façon à protéger les journalistes et protéger leurs sources pour la qualité de l'information qu'ils délivrent à nos concitoyens. C'est une des conditions de la crédibilité de leur travail. Voilà. Loi antitrust, consolidation du service public audiovisuel, amélioration des conditions de travail des journalistes, révision en partie des modes de régulation du secteur des médias entre l'ARCEP et le CSA, et la création d'un nouveau statut de la société de médias à but non lucratif et de l'ouverture d'un statut du fonds de dotation. Voilà les priorités qui seront les miennes dans les 5 ans qui viennent et que je voulais vous délivrer personnellement et directement. Voilà, alors maintenant, le feu de questions donc, de Christophe Jacubizine et de Elisabeth Martichoux. Bonjour Elisabeth. Benoît Hamon, merci beaucoup de vous être appesanti de cette façon-là, en un temps effectivement limité, mais on va vous laisser partir au salon après, c'est vrai. Sur l'organisation des médias, l'organisation, je vais dire, industrielle, et puis l'organisation de notre profession aussi, on est touché de cette attention. Mais vous avez aussi sacrifié à la mode du bashing des médias tout à l'heure. C'est vrai que la critique des médias dans cette campagne est, nous semble-t-il, particulièrement vivace, elle l'est toujours. Hein, il y a toujours ce type d'offensive. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est une stratégie? Qu'est-ce que vous voyez derrière cette petite musique qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est soumis à un feu de contestation et de critique dans le débat public? Bon, c'était du bashing gentil quand même. Oui, là, vous pourriez faire plus dur. Non, mais moi, il y en a du plus sévère vous quand êtes même. retenu. Non, je ne me suis pas retenu. Je plaisante quand même parce que c'est vrai que
on est vite étiqueté aujourd'hui dans nos sociétés, et on est particulièrement étiqueté par celles et ceux dont la profession est tous les jours de dire ce qui va se passer et qui prennent le risque de se tromper. La question c'est, sont-ils instruits par l'expérience? Il semble que ce soit, comme pour nous d'ailleurs, difficile de l'être, et qu'il est parfois tentant de revenir à des bonnes vieilles classifications dont on pense qu'elles fonctionnent en tout temps. Ce qui est certain, c'est que je faisais cette remarque-là parce que je crois qu'on est vraiment dans un moment où les uns et les autres, vous dans vos métiers, nous dans nos responsabilités, sommes interrogés par la crise profonde de confiance à l'égard de tout ce qui incarne d'une manière ou d'une autre, aux yeux de nos compatriotes, les élites, les sachants, les puissants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient responsables économiques, qu'ils soient journalistes, et avec une crise de confiance évidente. Quand je regardais qu'aujourd'hui, l'immense majorité des Français pensent que les journalistes ne savent pas résister à la pression des politiques et ne savent pas résister à l'influence des puissances de l'argent, on voit qu'il y a une crise qui interroge notre démocratie tout entière. Elle pourrait sans doute se passer de ce que vous appelez le média bashing, mais en même temps, s'il n'y avait pas une forme de stimulation réciproque, on pourrait penser que nous sommes connivents, complices, qu'on dîne ensemble, ce qui ne nous arrive absolument pas. Par ailleurs, c'est vrai. Mais voilà, et je pense que c'est pas plus mal aussi de la part d'un responsable politique qui n'a jamais été imaginé à la place qui est la sienne aujourd'hui, de vous rappeler de quelle façon vous avez caractérisé la primaire de gauche comme la primaire de droite, et vous êtes un tout petit peu trompé, c'est tout. Voilà. Juste, puisqu'on parle d'opening joke, je vous ferai remarquer quand même que quand on vous a dit que ça serait vous qui serez désigné début septembre candidat du PS, vous-même vous n'y croyez pas, donc voilà. Ouais, mais c'est en privé que vous l'avez dit quand même. Oui, en privé, mais quand même. Parce qu'à l'antenne, vous n'avez pas pris le risque quand même. L'humour de Benoît Hamon. Juste une petite question personnelle. Vous consommez les médias comment? Télé, radio, journaux, réseaux sociaux? En fait, je consomme beaucoup d'Internet, y compris de la télé par Internet. Et j'ai pas de télévision, moi, chez moi. Je n'ai qu'un ordinateur. Donc je consomme de la télé par Internet, je consomme des médias par Internet essentiellement, un peu de presse papier le matin, et puis ici de la radio, puisque c'est sans doute le média auquel je suis le plus fidèle, et ceci depuis des années, comme beaucoup de Français. Moi j'ai une sorte de... Voilà, comme tout le monde, pour rien vous cacher, j'écoute Inter le matin depuis maintenant depuis 20 ans. Voilà, merci pour France Inter. Il y a un journaliste de France Inter aujourd'hui, quand même. Réjouissons-nous. Alors, c'était une très bonne transition. Vous nous dites que vous consommez beaucoup d'Internet, quelque chose dont vous ne nous avez pas du tout parlé. Le secteur, l'industrie, est en pleine mutation parce qu'il y a des acteurs puissants comme Google et Facebook qui investissent à la fois ce marché en termes de diffuseurs, mais aussi en termes d'annonceurs. Or, vous êtes un régulateur, j'ai presque envie de dire régulateur, en vous écoutant tout à l'heure sur les nouvelles lois anti-concentration. Au fond, qu'est-ce que vous faites de ces acteurs mondiaux qui n'ont pas les mêmes règles que les diffuseurs nationaux, par exemple en matière de production cinématographique, et aussi pas les mêmes règles en matière de publicité, qui peuvent directement s'adresser aux Français sur Internet? Ils peuvent s'adresser directement à Benoît Hamon, ce que ne peuvent pas faire les médias traditionnels. Donc, est-ce qu'on les régule, ces médias internationaux? Qu'est-ce qu'on fait pour... est-ce qu'on les fiscalise aussi? Vous savez que beaucoup payent leurs impôts ou ne payent pas leurs impôts en Irlande. Bref, ce secteur se modifie complètement et on n'a pas entendu vos propositions là-dessus. Alors, sur ce secteur, deux choses. Et on va parler de l'essentiel, c'est-à-dire les impôts, parce que c'est de ça dont il faut parler. Il y a deux impôts que doivent payer les GAFAM. Le premier, c'est un impôt qui correspond au prélèvement légitime sur les bénéfices et l'activité qu'ils réalisent ici. Comment vous relocalisez justement ces bénéfices? Vrai sujet qui dépend notamment des recettes publicitaires qu'ils dégagent sur nos territoires. Il faudra réfléchir, une fois que sur le modèle de ce qui avait été la taxe Google, de quelle façon aujourd'hui nous construisons une fiscalité qui permette, en lien avec, de manière à ce que cette mesure soit constitutionnelle et en lien avec nos partenaires européens, de quelle façon nous construisons une fiscalité qui
pour ce qui relève de la fraction des bénéfices que nous voulons taxer, les amène à être exposés aux mêmes principes et aux mêmes règles que les autres. Mais il y a une autre taxe qu'ils doivent payer. C'est celle de l'aval pour l'amont, c'est-à-dire de quelle manière aujourd'hui nous finançons la diversité culturelle. Et je pense qu'il faut là aussi dire qu'ils ne peuvent pas échapper au principe d'une taxe affectée qui concerne les autres activités médias, de façon à ce qu'ils contribuent aussi à la production et à la diversité culturelle et à la création surtout. Il y a là quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental, comme le principe qui doit être inspirer tous nos choix politiques dans ce domaine, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser des auteurs voir leurs œuvres pillées et leur droit à la rémunération remis en cause par le fait qu'aujourd'hui, on assiste non seulement au piratage de leurs œuvres, mais à une sous-rémunération des auteurs et de leur création. Et il y a dans le paysage mondialisé qui est le nôtre, multitude d'obstacles juridiques à la mise en œuvre de ces taxes, mais moi je veux en faire un principe, et nous avons fait reconnaître le principe de l'exception et de la diversité culturelle au niveau européen. Il faut désormais que nous puissions disposer des moyens de pouvoir faire en sorte que ce qui a toujours permis à la diversité culturelle en France de fonctionner, c'est-à-dire que l'aval paye et subventionne l'amont, que cela puisse être possible, y compris avec ces acteurs nouveaux-là. C'est pour moi une des clés pour les années qui viennent. Ça ne sera pas forcément très simple à mettre en œuvre, mais j'en fais une priorité. Vous n'avez pas identifié les leviers qui vous permettent de contraindre effectivement ces groupes à une fiscalité plus équilibrée, au bénéfice bien sûr des groupes français, mais vous en faites une priorité, c'est ce que vous nous dites pour l'instant. Oui, mais je regarde par exemple ce qui s'est fait en Angleterre, qui peut être un modèle intéressant. Nous verrons de quelle manière nous allons construire un objet qui vole, parce que encore faut-il que ça vole juridiquement et constitutionnellement, mais on cherchera aussi en lien avec nos partenaires européens et en lien avec le droit européen et les conditions de concurrence à le mettre en œuvre. Mais pour vous dire très, très clairement ma volonté dans ce domaine-là comme président de la République, ce qui est certain, c'est que nous ne pourrons pas en rester à une forme de distorsion insupportable de concurrence avec des acteurs qui échappent à toute forme de règles et à toute forme de fiscalité, quand d'autres sont soumis au droit commun. Il faudra, dans ce domaine-là, harmoniser. Sur l'autre volet de la... Sur l'autre volet de la production audiovisuelle, comment est-ce que vous continuez par exemple des acteurs comme Netflix, que les Français regardent de plus en plus? Est-ce qu'il faut leur imposer le même type de contraintes, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut libérer les entreprises françaises de ces contraintes de production audiovisuelle? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne lutte pas à armes égales aujourd'hui. Oui, mais si on n'échange pas la proie pour l'ombre, on a un système qui fonctionnait jusqu'ici bien, qui est percuté par quoi? Par de nouveaux acteurs. La question c'est, ces nouveaux acteurs jouant dans un monde qui est un monde libéré de toute contrainte, libère-t-on tout le monde de toute contrainte, ou choisissons-nous d'étendre le champ des contraintes à tous les acteurs? Je préfère le second, pas pour contraindre obligatoirement et être coercitif à l'égard des nouveaux acteurs, mais pour nous fixer des objectifs qui sont des objectifs de politique culturelle, des objectifs de politique économique, et en l'occurrence, dans le domaine du soutien à la production, du soutien à la diversité culturelle, ces règles ont démontré leur efficacité. Est-ce qu'il faut dire ici que si nous n'avions pas eu un modèle comme le CNC et le système de financement du cinéma français, il n'y aurait pas plus de cinéma français aujourd'hui qu'il n'en reste, par exemple, en Espagne, en Italie ou ailleurs? Et ces modèles-là, d'ailleurs, qu'on nous envie dans le monde entier, ces modèles-là sont des modèles importants, et je dois dire aujourd'hui que mon inquiétude, alors si on doit parler des médias, mon inquiétude, comme elle est celle, j'imagine, de beaucoup aujourd'hui de créateurs, notamment dans le domaine du cinéma, c'est ce que sera la stratégie de Canal+ demain, si cette société continue à voir le nombre de ses abonnés diminuer et chuter, là où il y a aujourd'hui une stratégie... Si vous la connaissez, vous me la ferez partager, dont je ne vois pas bien où elle va, et pourrait remettre en cause les conditions du financement du cinéma en France. Donc on a aujourd'hui des acteurs importants dont nous ignorons parfois, ou nous ne décelons pas forcément très bien ce que sont les choix stratégiques de leurs propriétaires, mais qui supposeront des discussions, en tout cas avec les acteurs politiques et le gouvernement, que je nommerai dans les mois qui viennent. Financement du secteur public, si vous voulez bien. Première question, est-ce que vous êtes favorable au maintien de la suppression de la pub après 20 heures sur les chaînes? C'est le sujet sur lequel j'hésite encore. En fait, j'hésite parce qu'au fond, j'aimerais un service public entièrement délivré de la publicité. En tout cas, de la dépendance aux recettes publicitaires.
Et en même temps, je vois bien qu'aujourd'hui, c'est une ressource qui est une ressource précieuse pour pouvoir continuer à fonctionner. Et je dois dire en tout cas, et je veux saluer ce qui s'est passé dans les derniers mois et dernières années, que le service public audiovisuel s'est plutôt illustré dans une indépendance que je veux saluer, notamment vis-à-vis du pouvoir politique, à travers un certain nombre d'émissions d'investigation, comme Cache Investigation, l'émission d'Élise Lucet, qui a quand même largement contribué à redorer le blason d'une information libre, indépendante, notamment dans le service public audiovisuel. Là encore que le modèle de la BBC est un modèle intéressant. On a vu combien cette chaîne publique était capable de challenger les choix politiques qui sont faits par le gouvernement. Donc l'idéal serait, à mes yeux, un modèle qui ne repose pas sur un financement mixte, mais je pense qu'aujourd'hui, il est difficile dans l'immédiat de le permettre. Ce qui est certain, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, sur la redevance, il faut maintenir le niveau du financement lié à la redevance, qui supposera sans doute de changer l'assiette de celle-ci. Au fait notamment la résidence secondaire. Et l'assiette élargie à des tablettes. Pourquoi pas, nous verrons en tout cas de quelle manière nous élargirons cette assiette-là. Mais en tout cas, parce que vous, par exemple, vous n'avez pas la télévision, donc vous ne payez pas la redevance. Je sais bien que l'ordinateur, le smartphone, etc. Oui, ça ne m'a pas échappé. Bah oui, mais bon. Non, mais c'est la raison pour laquelle, je le dis, cette assiette pourrait être élargie à toutes sortes de supports par lesquels aujourd'hui on consomme du média télévisé. Donc pour stabiliser le financement du secteur public, vous nous dites que vous n'augmentez pas, en tout cas vous n'ouvrez pas la pub après 20 heures. Ça, c'est pas du tout dans votre philosophie, au contraire. Vous maintenez la suppression de la pub après 20 heures. Au stade de votre réflexion, je maintiens la suppression de la pub après 20 heures. La question est de savoir si on supprime totalement la publicité sur le service public audiovisuel pour l'instant. Non, c'est pas que j'hésite, je veux regarder. Je pense que ce modèle-là, tout de suite, me semble difficile à mettre en œuvre. Mais je veux fixer cet objectif, que le service public audiovisuel puisse pouvoir prospérer demain sans devoir dépendre de la recette publicitaire. Mais dans ce domaine-là, je préfère avoir des objectifs qui sont des objectifs de court et moyen terme, plutôt que d'annoncer comme ça brutalement une remise en cause d'un financement qui est indispensable à la vie du service public audiovisuel aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que le CSA remplit correctement sa fonction? Est-ce qu'il faut renforcer ses pouvoirs ou au contraire les alléger? Je veux l'alléger en tout cas d'une mission, même s'il a été aujourd'hui, on l'a renforcé d'une mission, celle de nommer les patrons de l'audiovisuel public. Je souhaite que demain, cette fonction relève des conseils d'administration, je l'ai dit, des sociétés de l'audiovisuel public. Et donc cette mission-là ne sera plus celle du CSA. Il me semble que le domaine dans lequel il doit y avoir un effort considérable qui doit être fait tient d'abord au rapprochement avec l'ARCEP et aux conditions de coopération et de synergie entre ces deux autorités. Est-ce que le ministère de la Communication doit rester couplé avec le ministère de la Culture? Est-ce que vous conservez le même périmètre, les mêmes missions? Est-ce que vous les scindez en deux? Est-ce que l'industrie de la communication doit revenir davantage, par exemple, à Bercy? Comment vous voyez les choses? C'est d'abord, nous sommes à la frontière nous sommes en tout cas au croisement de deux dimensions. Les médias dans le rôle qui est le leur dans le fonctionnement de la démocratie, les médias comme un secteur économique puissant, en crise, mais puissant malgré tout, à travers le nombre de personnes qui sont directement concernées dans leur emploi par ce secteur-là. Et il me semble aujourd'hui qu'en matière... je ne sais pas si ça relève uniquement de l'ingénierie gouvernementale et politique. Dans ce domaine-là, pour tout vous dire, je n'avais pas l'intention de remettre en cause le principe d'un ministère de la Culture et de la Communication, même si, à l'évidence, il faut avoir un lien fort avec l'administration de Bercy, encore que dans ce domaine-là, il faut aussi faire attention aux choix qu'on fait. Ce qui est certain, c'est que je veux que demain, je l'ai dit tout à l'heure, la Banque publique d'investissement est une branche média. Et ça, c'est un choix politique important parce que nous devons aujourd'hui regarder ce qu'a fait la Banque publique d'investissement. Elle est arrivée à maturité, elle doit pouvoir se déployer de manière beaucoup plus efficace qu'elle ne le fait, notamment en direction des médias, et ce qui nous rapprochera évidemment non pas d'un rattachement à Bercy, mais en tout cas ce qui permettra une meilleure prise en compte du rôle économique de ce secteur. Est-ce que vous êtes content du lancement de France Info, la télévision d'information du service public? C'est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous trouvez que le contribuable en apporte son argent, 70 millions d'euros? Vous êtes dur, oui, vu comme ça, d'abord, moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve que ces rapprochements
c'est jeune encore, fonctionne plutôt pas mal, que l'identité de la chaîne s'installe progressivement, que les synergies qui sont trouvées se sont faites plutôt en tirant les choses par le haut, et j'ai le sentiment que l'approche qui était celle notamment des journalistes de France Info sur la vérification de l'information, sur les principes déontologiques qu'ils ont posés, sur la démarche éthique qui était la leur, a été plutôt bien prise en compte, et je trouve que ce modèle-là est un modèle aujourd'hui intéressant, auquel il faut laisser le temps de grandir et de mûrir avant de se prononcer tout de suite sur le bon usage de l'argent du contribuable. Vous savez, en matière d'argent du contribuable, on peut aussi s'interroger sur le bon usage du crédit impôt compétitivité emploi qui bénéficie à beaucoup d'entreprises privées et dont on peut se poser la question de savoir s'il est bien utilisé également, n'est-ce pas? Vous me posez la question? Non, j'équilibre. Donc on comprend en tout cas que, parce que vous avez répondu sur France Info, vous conservez toutes les chaînes de France Télé dans ce débat qui dure depuis 30 ans sur une chaîne de trop, une chaîne de moins. On en a rajouté une au début de l'année, mais vous touchez ni à France 4, France 3. Non, mais non, moi je ne le souhaite pas. Après, il peut y avoir des projets qui nous seront soumis et que je regarderai, mais aujourd'hui, pour être très clair, comme président de la République demain, je sais bien qu'on attend tout du président de la République, mais pas, à mes yeux, de savoir et de dire ici, quid du sort de France 4 ou de France 5. Ça relève d'une organisation du service public audiovisuel dont je ne pense pas qu'elle doit figurer noir sur blanc dans un programme présidentiel. Voilà. Alors tout à l'heure, on a beaucoup entendu parler du poids économique de la filière communication au sens large. 1 euro investi, créé en valeur 7 euros, près de 8 euros, je crois. Je parle sous votre contrôle, Fabrice. Qu'est-ce que vous envisagez pour consolider, encourager cette filière qui emploie 700 000 personnes? Est-ce que, par exemple, vous avez imaginé des mesures fiscales pour booster l'investissement? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire partie de votre projet? Bon, il y a déjà des mesures fiscales qui existent et qui concernent toutes les entreprises. Elles sont là, elles sont crédit d'impôt, pacte de responsabilité qui n'est pas une mesure fiscale, mais qui est une mesure de baisse des cotisations sociales. Bon, il y a déjà des dispositifs qui existent. Et faut-il des mesures spécifiques sur le plan fiscal pour booster ce secteur? Je l'ai dit, moi j'imagine davantage de tenir compte de ce qu'est la pluralité finalement d'une forme de biodiversité de ce secteur en essayant de faciliter la création de nouveaux acteurs à but non lucratif. Il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait important si on veut favoriser le pluralisme de ce secteur. Je le redis, ma préoccupation, elle va davantage au fait de lutter contre les phénomènes de concentration. Vous n'êtes pas revenu sur ce sujet. C'était prévu. Justement. Je n'en doute pas. Non, mais est-ce que vous pensez, par exemple, que... Allez-y, finissez. Non, mais à mes yeux, parce que cette question-là est une question extrêmement importante, parce que faut aujourd'hui qu'on se préoccupe des conditions dans lesquelles ce secteur est organisé et à qui appartiennent les entreprises de médias. Ça n'est pas neutre aujourd'hui de vivre de la commande publique d'une main et de disposer d'une chaîne de télévision d'une autre. J'observe qu'il y a un phénomène non seulement, mais en plus de surconcentration avec des acteurs qui peuvent vivre de grands intérêts dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la téléphonie, et qui, d'une manière ou d'une autre, croisent pour partie la commande publique, pour partie un rôle tout à fait essentiel de l'État et du gouvernement comme régulateur dans les secteurs dans lesquels ces grands groupes industriels se développent principalement. Mais Benoît, bon, je vais vous poser une question, pas en tant que salarié d'un groupe privé, mais en tant que journaliste. Est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, le fait d'être dans une chaîne publique avec un actionnaire qui est à 100% l'État, et donc souvent le gouvernement, est un gage d'indépendance plus forte pour une rédaction? Écoutez, à ma connaissance aujourd'hui, je vais prendre cet exemple. Il a été possible sur une chaîne publique comme France Télévisions, comme France 2, d'avoir une émission comme Cache Investigation, qui met en cause pas simplement des grands groupes privés, des attitudes qui seraient celles de citoyens peu respectueux de la loi en matière d'évasion fiscale, etc., etc. Et je trouve que ça se développe et que ça se développe plutôt bien dans le secteur public. Est-ce que ça ne peut pas se développer dans le secteur privé? Évidemment, non. Il y a d'excellentes émissions d'information, d'enquête à la radio, à la télévision, mais il me semble aujourd'hui que, pour prendre un exemple très précis,
pardon, on va croire que je suis obsédé par toujours un seul groupe, mais quand on constate qu'il y a une trentaine d'articles sur Autolib dans Direct Matin, sans rappeler que Direct Matin est la propriété du même propriétaire qu'Autolib, je pense qu'il y a là une forme de confusion. Il me semble aujourd'hui que cette confusion entretient la défiance. Cette défiance entretient le malaise dans la société et la démocratie. Et qu'il revient à un responsable politique de dire aujourd'hui que oui, des lois anti-concentration comme il en existe ailleurs sont à la fois bonnes pour les secteurs, mais aussi bonnes pour la démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît Hamon. Merci à lui. Bon salon de l'agriculture. Merci. À très bientôt, monsieur.